Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, Émilie Kovacs nous accompagne. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, comment ça va? Ravie de vous retrouver avec nous à la présentation de cette émission. Je suis ravie aussi. Vous êtes toujours bien sûr rédactrice en chef d'Ecopo. Ecopo.fr, média expert de l'économie responsable. Ravie de vous retrouver, Émilie. Au sommaire de cette émission, le grand entretien comme tous les vendredis. Et cette semaine, c'est Hélène Valade, présidente de l'ORS et directrice développement environnement du groupe LVMH qui sera sur notre plateau. L'observatoire qu'elle préside est à l'initiative d'un guide sur les nouvelles pratiques du télétravail. Nous lui poserons également la question de l'impact du travail à distance sur la santé mentale des salariés. Et comme on est vendredi, ce sera donc son grand entretien. Elle continuera le débat avec nous pour parler du télétravail et on se posera la question du 100% télétravail avec une entreprise qui l'a testé et qui le teste depuis le premier confinement. C'est l'entreprise ADP France. On verra ça avec son directeur général. Enfin, notre bonne idée du jour est celle d'Éric Bernisson et sa lingette zéro déchet. Spécialiste des produits de nettoyage industriel, ce chimiste a conçu une lingette capable de nettoyer l'intérieur et l'extérieur d'une voiture avec un seul et même morceau. Fini l'eau, fini les produits chimiques. Il viendra en fin d'émission nous présenter sa solution. Mais d'abord, c'est bien sûr donc le grand entretien. On l'a dit, l'invitée de notre grand entretien est Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE et également directrice développement et environnement de LVMH. Alors Hélène, on vous a fait venir aujourd'hui pour parler de ce guide que l'ORS vient de publier sur le télétravail. Un guide qui compile les bonnes pratiques de différents travaux effectués par l'ORS, mais pas que, depuis 2011, c'est ça ? Absolument. On voit bien que cette tendance du télétravail a été accentuée par la crise. Il y avait déjà presque 38% des Français qui utilisaient le télétravail avant la crise. Et maintenant, on évalue à peu près 40%, en tout cas dans le secteur privé, des personnes qui sont en télétravail. Donc on voit bien que cette crise a renforcé une tendance qui renvoie évidemment à répondre à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes encore, mais qui, au-delà de ça, renvoie aussi à apporter des réponses à la volonté de concilier davantage vie professionnelle et vie privée, et puis au fond à se diriger vers d'autres formes d'organisation du travail, peut-être davantage dans des tiers-lieux également, ou bien d'imaginer pas simplement le télétravail en tant que tel, mais les tâches qui peuvent être réalisées ailleurs que dans l'entreprise. Donc autant de transformations qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'on a essayé dans ce guide en effet d'analyser, d'abord en analysant l'évolution de la législation, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé en décembre dernier et donc qu'il faut savoir lire et interpréter, et puis après en permettant aussi à nos membres d'échanger leurs bonnes pratiques. Il y a à peu près 800 accords télétravail qui ont été signés pendant cette période, donc c'est assez énorme, qui s'encastrent ou non d'ailleurs dans des accords préexistants, mais enfin tout de même. D'autres sont en cours en ce moment, 300 à peu près, si mes informations sont bonnes. Donc voilà, comment permettre aux membres de l'ORS d'échanger aussi sur ces rédactions d'accords, et puis de voir au fond où sont les écueils à éviter. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la clarté. Les salariés ont besoin que les choses soient claires. Hélène Valade, vous en êtes persuadée, c'est du domaine, en tout cas c'est de la responsabilité sociale et sociétale, cette question du télétravail ? Ça relève du domaine de la responsabilité sociale et sociétale. Oui, ça relève d'abord de l'organisation du travail. Après, ça rejoint cette vision justement de l'entreprise qui n'est plus simplement en silo. Et votre question est intéressante. C'est pas simplement il me semble, un sujet de ressources humaines, mais aussi un sujet d'impact sur l'environnement du travail en tant que tel. On voit bien, et l'ADEME a fait de très belles études pour apprécier si le télétravail était... enfin en tout cas favorisait un impact plus favorable sur l'environnement. Et c'est clair, d'ailleurs c'est une des rares fois où les choses sont d'une clarté très forte, où on voit bien que le télétravail, parce qu'il supprime la mobilité, eh bien, le trajet pour des millions de salariés, même s'il y a des effets rebonds, c'est-à-dire il y a aussi le chauffage
qu'on utilise chez soi pendant qu'on télétravaille, etc. Mais tout additionné, l'impact est positif. Donc c'est aussi une affaire de responsabilité d'entreprise et c'est probablement un des sujets qui incarne bien ce qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque là, on voit bien que le sujet touche différents types de responsabilités. Oui, d'ailleurs, le guide le met bien en valeur, met d'ailleurs plusieurs enjeux du télétravail en valeur. Alors, il dit que c'est une réponse à des problématiques économiques, une question de marque employeur, l'attractivité des territoires aussi, via l'instauration de tiers-lieux et de bureaux satellites, un levier sur les impacts environnementaux, vous venez de le dire, et en cas de crise sanitaire, une réponse, on l'a vu avec ce qu'on vit en ce moment, à l'obligation de santé-sécurité de l'employeur. Est-ce que les chefs d'entreprise sont bien conscients de l'ensemble de ces enjeux finalement et qu'ils ne se disent pas que c'est juste justement une question de santé-sécurité justement? De plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on apprécie ce sujet en fonction de l'actualité qu'on vit. On est encore en situation de crise et d'ailleurs l'accord de décembre le montre bien, c'est-à-dire que le premier sujet c'est quand même d'avoir un plan de continuité de l'activité et d'organiser les modalités de télétravail autour de ce plan de continuité d'activité. Mais ce qui importe aussi les dirigeants aujourd'hui, c'est de voir l'impact de ce qui est en train de se fabriquer comme nouvelle façon de faire en ce moment pour la suite. Voilà. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que les attentes vont rester aussi fortes? Je pense qu'on en apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Et je pense qu'il y a eu un grand engouement de la part des salariés eux-mêmes, donc ceux qui pratiquaient le télétravail au début. Je pense qu'on est en train de réaliser que c'est pas la solution magique non plus et qu'il y a en effet on fait face encore à des réticences quand même de la part des salariés. À des réticences ou à la conséquence déjà palpable de la pratique en tant que telle et notamment sur l'isolement, sur le stress que ça peut générer. Voilà. Donc ça n'est pas une solution qui est 100% parfaite et c'est probablement en fonction de ça, en fonction de ces différents niveaux de perception qu'il faut imaginer la suite. Et donc vous m'interrogez sur cette prospective. Moi je pense que ça sera très hybride et je pense qu'il y aura une agilité beaucoup plus forte par rapport à la vision du temps de travail dans les entreprises, mais je pense que la durée du nombre de jours télétravaillés dépendra fortement à la fois des activités, des cultures des entreprises et de la volonté des salariés eux-mêmes. Donc l'hybridation entre physique et présentiel de manière à répondre à la fois à un enjeu environnemental et à un enjeu de bien-être. Hélène Valade, vous en parliez un peu tout à l'heure. Comment, en tant que chef d'entreprise ou manager, on s'assure du bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? C'est tout l'enjeu du télétravail. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire l'accompagnement managérial du télétravail. Et dans le guide, on donne beaucoup d'exemples justement d'accompagnement un peu différents par le management de ces pratiques parce que c'est une question qui revient en permanence. Comment, pour un manager à distance, aller identifier les personnes qui sont quand même en souffrance, isolées par exemple. Bon. Et puis, comment, au fond, manager des choses davantage au résultat qu'aux moyens, parce que c'est aussi toute la question d'évolution managériale dans un certain nombre d'entreprises qui est capitale. Oui, donc comment accompagner les managers pour qu'eux-mêmes s'en sortent dans cette gestion vraiment différente au fond de leur job. Je crois que dans le guide, l'ORS préconise 6 recommandations, c'est ça? Absolument, oui. Et notamment qui ne s'adressent pas à tous les salariés, en fait. Ça dépend du poste aussi. Oui. Et puis les recommandations en tant que telles sont de nature très variée. Mais la première, c'est celle de la clarté. Et donc, du coup, d'imaginer le télétravail en fonction des activités, des missions. Est-ce qu'il y a des missions qui sont télétravaillables, d'autres qui le sont peut-être moins, et en fonction du fait de repartir au début, quoi. Voilà, déterminer les missions de travail, comment organiser le télétravail en fonction de cela. Ça nous paraît capital. L'accompagnement managérial l'est également. Et puis la distinction entre situation de gestion de crise et télétravail dans un temps normal, avec des choses sur lesquelles on a
on a proposé un certain nombre de recommandations, en effet, notamment pour régler des situations de salariés aidants. Vous savez que ça, c'est une thématique qui monte de plus en plus dans les entreprises, ces salariés qui ont besoin de temps pour accompagner leurs parents malades ou leurs parents en difficulté. Et donc, on pourrait très bien imaginer du télétravail à distance ponctuel pour apporter des réponses à ce type de situation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'imagination à avoir par rapport à cette possibilité qui est donnée et qu'au fond, c'est à la main de l'entreprise de réinventer sa vision du travail et de cet équilibre personnel, temps professionnel, y compris de réinventer les lieux de l'entreprise. Parce qu'on le voit aussi dans nos recommandations, c'est assez intéressant d'imaginer des tiers-lieux, au fond, à mi-parcours, si je puis dire, entre l'entreprise en tant que telle et le domicile de l'employé, pour régler à la fois ces sujets d'empreinte environnementale et aussi d'organisation du travail, ce qui est une façon de répondre d'ailleurs à l'isolement, parce que dans ces tiers-lieux, on n'est jamais tout seul, et donc ça peut être des formules intéressantes. Donc hybridation et imagination. C'est ça, dans ce guide, vous nous donnez quelques clés, mais tout est possible et beaucoup de solutions, en tout cas, sont envisageables. Merci Hélène Valade, vous restez bien sûr avec nous pour le débat RSE. Smart Impact dans le débat RSE, on continue à parler de télétravail, comment continuer à maintenir le lien social avec ses collaborateurs ou quelle posture adopter pour garder l'engagement de ses salariés. Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH et présidente de l'ORS, est toujours avec nous. Et Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP en France, nous a rejoint en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Pourquoi ADP a-t-elle fait le choix du 100% télétravail et de le maintenir à 100%? Bon, merci pour cette opportunité. Donc, le choix, il vient de cette situation de crise sanitaire. Et c'était très important dès l'annonce de notre président de la République du premier confinement de partir dans une situation où la sécurité et la santé de nos collaborateurs étaient garanties. Après aussi, en étant garant des données de nos clients, ça nous oblige à se préparer au pire. Et nous, en tant qu'éditeurs de la paie, en faisant la paie en France à plus de 3 millions de salariés du secteur privé, on est obligé de déjà avoir organisé chaque année des journées de plan de continuité d'activité où chaque collaborateur est invité à faire le télétravail pour vérifier qu'en cas de catastrophe naturelle, catastrophe informatique ou catastrophe sanitaire, et c'était le cas, les outils fonctionnent et que nous puissions assurer une vraie continuité de service. Or, c'était le cas. Et donc, dès le départ, parce que nous étions préparés, on a envoyé tout le monde pour travailler depuis chez lui. Et donc, en dotant les collaborateurs des bons outils, parce que ça c'est super important aussi, télétravailler, ce n'est pas pour ceux qui veulent, c'est ceux qui peuvent le faire. Et donc, à la fois, il était très important de donner des moyens de travailler correctement, et aussi, en même temps, de protéger ces mêmes données de nos clients, car la sécurité des données, c'est le cœur du métier d'ADP. Et donc, le choix encore d'être en télétravail, et attention, nous sommes en télétravail pour un choix en ce moment à 100% dû à la crise sanitaire, parce qu'on veut retourner au bureau, mais car cette sécurité et santé, je vous dis, le retour à normal ne se fera que quand nous aurons la certitude qu'ils pourront revenir dans des conditions de sécurité optimales. Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir votre témoignage. Je rappelle que donc ADP est spécialiste dans le monde de solutions de ressources humaines. Et donc ça représente 57 000 salariés dans le monde qui sont entièrement en télétravail également. En France, ça représente, donc depuis 11 mois, 2300 salariés en France. C'est quand même pas rien. Donc justement, quel recul vous avez, j'allais dire, depuis ces 11 mois, peut-être sur les choses qui ont moins bien marché aussi, puisqu'on a envie de savoir, est-ce que c'est question de lien social, justement? Est-ce qu'il y a des salariés qui se sont plaints de cette situation aussi? Bon, oui, il y a un petit peu de tout. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Ça se passe bien, encore une fois, et très vite, parce qu'il faut doter nos collaborateurs des bons outils et donc de bonnes façons de travailler, soit à niveau technologique, soit à niveau de confort
aussi. Et par exemple, on a fait tout un travail de drive parce qu'à un moment donné, les collaborateurs ont pu venir chercher leur fauteuil, leur double écran pour qu'ils puissent avoir un confort de travail et une façon de travailler le plus correcte et agréable possible. Mais bien sûr que la situation aujourd'hui, c'est une situation qui commence à peser sur la façon de travailler de tous nos collaborateurs. On a fait même une expérience d'un site pilote dans le mois de septembre et début du mois d'octobre, où il a eu quelques salariés qui ont venu travailler, mais ils ont trouvé le lieu de travail vide. Et venir travailler à 10%, 15%, c'est pas la même chose que venir à travailler quand on est tout le monde là. Et il avait quelques travailleurs et quelques collaborateurs qui ont dit même, si c'est pour venir comme ça, je préfère travailler à la maison. Donc il a une envie d'y retourner, mais une envie de retrouver notre vie, entre guillemets, notre vie normale. Et donc, pour le moment, on pensait qu'en termes d'organisation, encore une fois, en termes de sécurité et en termes de productivité de la personne même, en termes d'organisation de sa propre vie et équilibre travail et vie personnelle, de continuer dans cette télétravail, mais en espérant qu'ils nous sont préparés à nouveau pour retourner au bureau, soit au niveau de la signalétique, soit en fonction de toute l'organisation d'espace, de la maintenance de la climatisation. Tous les sites sont préparés pour que, si demain serait possible, tout le monde pourrait y retourner au bureau, mais pour le moment, on continue à décider que c'est la façon plus sécure de maintenir cette mode de télétravail à 100%. Hélène Valade, qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises qui ont fait le choix du 100% télétravail depuis mars dernier, Comment maintenir, pas facile de maintenir le lien avec des travailleurs qui ne sont pas revenus depuis des mois. Je pense que c'est très lié tout de même au secteur d'activité de ces entreprises et que voilà, c'est une réponse à cette situation de crise. Je pense que c'est très intéressant parce que c'est un laboratoire au fond de nouveaux comportements, de nouvelles pratiques. Et là, ce que je retiens, c'est qu'au fond, lorsque l'on revient et qu'il n'y a personne dans les couloirs et dans les bureaux, on se demande si on est encore dans une entreprise. Donc en creux, ça montre bien que l'entreprise c'est un collectif et qu'au fond, il va falloir se débrouiller pour privilégier cette façon d'être ensemble qui est quand même au cœur de ce qu'est une entreprise. C'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant d'hybridation, mais cette crise a permis au fond de tester un certain nombre de nouvelles solutions et je pense que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il va falloir qu'on en tire les conclusions pour l'après. Et vous disiez aussi, monsieur, à très juste titre, qu'il y a eu un engouement au début. C'est-à-dire que voilà, c'était presque extraordinaire au fond de pouvoir travailler uniquement chez soi. Et puis on en revient. Enfin, la vérité, c'est ça, c'est que les perceptions se modifient quand même fortement et que l'on vit très concrètement les limites d'un télétravail total. Donc voilà, donc il va falloir qu'on en tire les conséquences pour la suite. Et on parlait, Hélène Valade, du rôle sociétal que jouait le salarié. C'est vrai que ça pose un peu ces questions-là, le télétravail aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de semaines de 4 jours, donc il y a plein de choses sous-jacentes sous ce thème-là. Mais j'aimerais avoir votre point de vue, Hélène, sur cette capacité qu'a les managers justement à considérer l'implication sociétale du salarié au profit, j'allais dire, de l'entreprise en fait. Oui, alors derrière la mobilisation sociétale d'un salarié, il y a plein de facettes. Il y a sa présence dans l'enceinte de l'entreprise, justement pour embarquer, pour aller dans le sens de cette transformation qui est vraiment au cœur de la RSE. Et puis il y a le salarié au cœur de son territoire, à la fois d'entreprise, mais aussi privé, qui lui-même peut être ambassadeur d'un certain nombre de nouvelles pratiques. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque l'on réfléchit à ces nouvelles formes de travail. Carlos Fontelas de Carvalho, vous êtes toujours avec nous. Comment vous êtes assuré avec tous ces salariés de faire corps justement avec des salariés que vous ne voyez plus depuis des mois? Comment on fait corps? Comment on fait entreprise? Oui, c'est une très belle question. Avec beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement, c'est super important ça. L'accompagnement soit de management, soit entre les équipes. Une proactivité de faire en sorte que tout le monde participe, que tout le monde est pris en compte. C'est très important et c'est peut-être plus que jamais la fonction de leader
pour voir le sentiment de l'équipe, cet épanouissement du collectif, il est présent. Et après aussi, et c'est ça que j'ai noté, c'est l'esprit de mission. La façon comme l'entreprise preste ses services à ses clients, la façon que le feedback que les clients nous donnent aussi, qui était extraordinaire. Donc, on a eu des très bons retours de nos clients par rapport à notre réactivité. Ça a donné une motivation à que nos collaborateurs sentaient qu'ils avaient une mission à accomplir. Ils avaient une fierté d'appartenance à l'entreprise pour dire cette situation est temporaire, il faut la traverser et on va la traverser ensemble. Donc, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de dialogue, il ne faut pas oublier des communications, d'enquêtes régulières de l'état de la santé du collectif, des dialogues avec les élus, très important, les intégrer dans cette mode de communication est très important, il a été abordé là, juste là. Bien sûr qu'en tant que dirigeant, on doit réfléchir aujourd'hui plus globalement au lieu de travail. Que doit-il apporter aux collaborateurs? On doit repenser les espaces, ces modes de travail, pour en faire un véritable lieu d'épanouissement. Parce qu'il aura certainement une vraie, je dirais même, révolution liée au télétravail. Et donc, il a un certain nombre de questions associées à cela, mais il faut distinguer entre la situation de crise actuelle et le télétravail en situation normale. Et là, c'est très important. Mais je dirais, je reviens sur votre question, beaucoup de communication et un accompagnement très serré avec l'ensemble de l'équipe. Hélène, on le disait, le lieu de travail est en train de changer. Absolument. Mais je reviens aussi sur une chose qui me paraît très importante, c'est la capacité des salariés en télétravail à s'adapter à des clients eux-mêmes en télé quelque chose. Bon, et je pense qu'on ne le dit pas assez, notamment les vendeurs, les commerciaux dans tous les secteurs d'activité qui ont appris, avec une résilience quand même qui est assez notable, au fond, à avoir une relation avec leurs clients d'un genre totalement nouveau parce que essentiellement numérisé, enfin virtualisé. Et donc je trouve que cette capacité à avoir appris cela aussi rapidement, ça change tout de la relation quand même, notamment dans tous les métiers de la vente, du commerce, etc. Donc voilà, moi je me permets un petit chapeau au passage. Et on a envie de savoir les émissions de CO2 économisées, l'énergie aussi économisée. ADP a dû faire des records, non ? Plein d'enjeux là-dessus. Merci beaucoup Hélène Valade de nous avoir accompagnés dans ce grand entretien et dans ce débat. Merci Carlos Fontelas de Carvalho d'avoir débattu avec nous également aujourd'hui. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, je vous le disais en préambule de cette émission, c'est celle d'Éric Bernisson. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Éric Bernisson, vous êtes chimiste de formation et vous êtes aujourd'hui à la tête de Vulcanet, une entreprise spécialisée dans des produits nettoyants pour automobiles. Et vous avez fait le choix du minimum de déchets en créant votre lingette. Pourquoi avoir pris ce virage? Est-ce que vous constatiez, dans votre profession, un gaspillage des ressources, de l'eau notamment? Alors, au départ, c'est un défi que l'on m'a lancé J'avais une expérience de 20 ans dans la recherche de produits chimiques à usage du nettoyage. Et on m'a lancé un défi en me disant, écoute, tu sais, tu es a priori performant dans ton métier, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose qui fait tout? C'est-à-dire qui nettoie les surfaces, qui dilue la saleté et qui récupère cette saleté pour éviter de polluer. Et tout ça sans eau, sans place, sans tenue particulière, sans générer de pollution, de mousse, etc. Et comme toute ma carrière a été parsemée de défis à relever, je me suis lancé dans ce défi avec l'équipe de chimistes à l'époque. Et on a mis 2 ans acharnés pour mettre au point ce produit. Il y avait quelques séquelles, je me suis brûlé le visage, les mains, c'était un peu particulier. Et donc, au bout de 2 ans, on était quasiment à abandonner le projet parce que c'était réellement... on avait tout essayé. Puis, vous savez, parfois, les choses arrivent d'une façon très étrange. Et c'est en regardant une fleur. Alors, il n'y a aucune commune mesure entre la chimie et la fleur.
Mais c'est en regardant une fleur que m'est arrivée une idée totalement saugrenue. Et le produit a marché. Et depuis, on est exactement, et ça va faire... c'était en 2008, donc ça fait quand même quelques années. Et depuis, le produit a jamais changé dans la conception. Il a évolué sur sa formulation, mais dans la conception, c'est le même principe. Alors Éric Bernisson, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre lingette est écologique? Est-ce que les produits donc sont biodégradables? Parce qu'on peut se dire, c'est vrai, mais c'est une lingette, c'est pas biodégradable. Donc expliquez-nous comment les produits, les matériaux sont écologiques. Alors, l'ensemble des produits qui rentrent dans la composition de Vulcanet, qui est une formule, vous vous doutez, totalement secrète, sont des produits qui sont biodégradables. Le principe, c'est on se sert d'un textile. Ce textile, visuellement, s'apparente à une lingette. Mais cette lingette est tissée d'une façon très particulière, dans le sens qu'elle récupère la saleté, et au fur et à mesure qu'elle récupère, elle va gonfler, s'épaissir, pour capter cette salissure. Et une fois que la lingette est pleine de cette salissure, que ce soit des moustiques, du goudron, de la poussière, des cailloux, tout ce qu'il peut y avoir sur une surface, cette lingette, vous allez la jeter. Mais nous concernant, vous ne pouvez pas la jeter dans la nature. Après, ça va dépendre de la volonté de l'utilisateur. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de la nature, il va faire n'importe quoi. C'est au même titre que quelqu'un qui se sert un fusil pour aller à la chasse. Il peut faire n'importe quoi. On peut la laver, cette lingette ? Non, du tout. Alors cette lingette, une fois qu'elle est saturée, qu'elle a récupéré tous les polluants, vous la mettez dans les déchets de poubelle, dans la déchet poubelle. La poubelle, je crois que c'est la bleue, le retraitement des déchets, et c'est tout. Donc vous ne générez aucune consommation d'eau. Vous savez que pour nettoyer une voiture, est-ce que vous savez que la quantité d'eau que l'on utilise se situe entre 200 et 300 litres d'eau? Cette eau-là est additivée de détergents, autant biologiques soient-ils, qui ont déjà dilué plein de polluants. Et ces polluants-là vont aller dans la nature ou dans les stations d'épuration. Avec notre textile, cette serviette plutôt, nous allons récupérer la saleté et la mettre dans un bac à déchets qui sera traité conformément à des déchets. Merci Éric Bernisson. Je voulais vous poser la question de votre succès cette année, hausse de 20% de votre chiffre d'affaires en 2020. Vous avez même embauché 3 jeunes, mais il nous reste trop peu de temps. Je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. C'est déjà la fin de votre émission. Émilie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt Eva. C'était un plaisir aussi. C'est un plaisir partagé. Nous, on se retrouve lundi, bien sûr, pour votre rendez-vous quotidien de la RSE. Très bonne journée et très bon week-end sur Bismart.